Bonsoir Christine Boutin. Bonsoir. Vous êtes la candidate officielle du Parti chrétien-démocrate que vous présidez par ailleurs et vous organisez vos universités d'été pendant ce week-end. Et vous êtes toujours membre de l'UMP. Alors c'est un peu particulier quand même comme situation, surtout quand on voit qu'à l'UMP on se déchire pas mal ces derniers temps et qu'on suspend par exemple Pierre Charon qui est candidat, qui fait une candidature dissidente, qu'on est un petit peu en colère, que Jean-Louis Borloo veut récupérer son argent pour le Parti radical, il va signer l'UMP en justice. Enfin, on vous embête pas, on vous demande pas de partir, vous ? Non, parce que, enfin je ne sais pas pour quelle raison, mais ce que je sais, c'est que l'UMP a été fondée en 2002. Il y avait deux partis fondateurs, le Parti radical et le Parti chrétien-démocrate. Le Parti radical a décidé de s'en aller. Moi, je n'ai pas de raison de partir. Je fais partie de la droite. Je suis la droite sociale et humaine. Je suis une centriste. Voilà, je fais partie de la droite. Alors l'UMP, bah, oui, elle a ses problèmes internes, puisqu'elle est en train de se réduire par rapport à ses différents partenaires, qui ont chacun leur autonomie. Jean-Louis Borloo a décidé la rupture. Moi, je suis toujours associé et fondateur, mais j'ai mon autonomie, mon indépendance, ma liberté. Donc vous voulez rester et vous ne vous laisserez pas virer. Ah bah, écoutez, moi en tous les cas, je ne pars pas. On verra bien ce qui se passera. Hein. Alors vous vous présentez donc évidemment à la présidentielle et vous irez jusqu'au bout, même si, par exemple, on dit que Jean-Louis Borloo n'ira pas jusqu'au bout, d'autres le disent. Vous irez jusqu'au bout ? C'est très curieux qu'on me pose cette question parce que c'est tellement contradictoire avec ce que je suis. Je suis une femme de conviction, je suis une femme qui se bat pour des idées. Et oui, je vous le dis très solennellement, Ruth Elkrief, j'irai jusqu'au bout. Je suis déterminée, je suis sereine. Je sais parfaitement que je suis une candidate de premier tour, je suis une candidate de conviction, et je pense même que je ne ferai pas les 5%. Voyez-vous, je vous le dis, mais je l'assume totalement. Mais figurez-vous que 3-4%, c'est très très important dans une élection présidentielle. Et ça permet de parler, ça permet, dans la situation dans laquelle nous sommes, qui est une situation gravissime, il faut avoir le courage de proposer un grand projet. Monsieur Devedjian dit qu'il n'y en a pas. Eh bien, qu'il vienne voir ce que je vais proposer dimanche à Lyon et il verra qu'il y a des projets nouveaux qui sont proposés à la France. Voilà donc qui est clair. Vous ne serez pas plus loin que le premier tour et vous en êtes consciente et vous assumez ce risque et vous partez dans le débat. Alors, j'ai vu un petit peu dans vos projets, dans votre proposition sur la discussion fiscale qui continue à se dérouler à l'Assemblée nationale. Vous voulez définir un écart de richesse tolérable dans chaque pays, taxer les opérations boursières de manière forte, instaurer une allocation universelle. Vous n'avez pas peur qu'on dise que ça ressemble pas mal au programme de Jean-Luc Mélenchon ? Écoutez, je ne sais pas si c'est M. Mélenchon qui ressemble à mon programme ou si c'est moi qui ressemble en tout cas, sur le programme économique, je ne parle pas du reste. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le revenu de base, l'allocation universelle, je l'ai proposé à Jean-Pierre Raffarin en 2003, dans le rapport qu'il m'avait donné à l'époque quand j'étais députée, sur l'isolement. Je pense véritablement qu'aujourd'hui, et la crise nous en donne l'occasion, nous ne pouvons pas continuer avec des mesures conjoncturelles. Il faut véritablement rassurer, redonner confiance aux Français. Oui, mais comment vous voulez, en même temps, réduire les déficits et donner une allocation universelle à chacun de sa naissance à sa mort. Mais bien sûr. C'est Maman Noël. Non, c'est pas du tout Maman Noël. Les économistes avec lesquels je travaille ont fait des études très précises et c'est à budget constant. Il n'y a pas de dépenses supplémentaires à partir du moment où l'on donne ce revenu de base de 400 € et il y a une fiscalité que je remets complètement à plat. Cette fiscalité fait que tout le monde paiera un impôt du premier euro, aussi bien en patrimoine que sur le travail, jusqu'à 20 000 €. Et au-dessus de 20 000 €, il y aura une augmentation, une tranche supplémentaire qui sera de 30%, 20 et 30. Donc voilà, et ceci permet, alors ça simplifie, il n'y a plus d'IRPP dans mon système, il n'y a plus de toutes ces mesures-là, et c'est une clarification. Aujourd'hui, on n'y comprend plus rien dans la fiscalité. Les Français voient leurs voisins en se disant, ils paient pas suffisamment d'impôts et moi j'en paie trop parce qu'ils ne comprennent rien et ils sont pardonnables. Donc vous êtes pour une remise à plat complètement. Est-ce que vous êtes pour la règle d'or? Le président a dit aujourd'hui, je réfléchis jusqu'à fin septembre. Écoutez, la règle d'or, je suis scandalisée.
de cette histoire de la règle d'or. C'est Pourquoi je suis scandalisée? Parce que la règle d'or, ça fait 40 ans que nous faisons des budgets, la droite comme la gauche, en déficit. La règle d'or, c'est encore établir que l'on va faire un budget sur la base de 3% de déficit par an. Mais non, la responsabilité du politique, c'est d'établir des budgets avec 0 déficit. Il faut avoir la perspective à terme, évidemment. Dans la règle d'or, c'est pas ça. Non, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, et inscrire ça dans la Constitution, c'est l'aveu du manque de volonté politique. On n'a pas besoin que ce soit inscrit dans la Constitution pour avoir la volonté politique de ne plus faire de déficit. Donc pas de congrès, tout ça, c'est pas la peine. Non, bien sûr, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Vous voyez, vous assistez un peu aux primaires socialistes. Comment vous regardez la bataille aujourd'hui? Avec tristesse. D'abord, j'ai toujours dit que ces primaires n'avaient aucune raison d'être, parce qu'en France, l'élection présidentielle se fait à 2 tours. Le premier tour, c'est la présentation des projets, et le deuxième tour, c'est le choix. Le spectacle qui nous est donné par le Parti socialiste et leur déchirement ne fait que dévaluer la responsabilité politique. Et moi, je crois dans la politique. Je crois dans la responsabilité du politique. Alors, en même temps, ce sont des images en direct qui nous parviennent du meeting de Martine Aubry ce soir à Toulouse, dont on reparlera bien sûr tout à l'heure. Un meeting de présidentiel, mais pas un meeting de primaire. Mais enfin, ça devient stupide. Voilà, quand même. Lorsque Ségolène Royal s'insurge contre les sondages, vous comprenez, elle dit qu'il manipule un peu les primaires. Écoutez, moi, je suis aussi le sujet de manipulation, puisque dans les sondages qui sortent de Harris, je ne sais pas pour quelle raison, alors que je suis la seule à monter, je ne figure pas, alors qu'il y en a d'autres qui ont 0,5. Donc, si vous voulez, en ce qui concerne les sondages, aujourd'hui, on est très loin. Moi, je comprends leur colère. Je ne connais pas le dessous des cartes, mais moi, je peux dire aussi, je m'insurge contre le fait qu'on fasse publier des sondages dans lesquels je ne figure pas, alors que j'augmente. Je suis, paraît-il, à 2%, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Mais vous avez dépassé les 0,5 pour vous? Mais bien, c'est pas moi. C'est pas moi qui le dis, ce sont des sondages qui le disent. Alors pourquoi ne mettons pas alors qu'on met des gens qui sont à 0,5? Je ne sais pas. Une dernière question. Jean-Louis Borloo, vous l'avez rencontré l'année dernière, oui. Je m'en souviens, oui, vous nous l'avez dit sur ce plateau. Absolument. Vous avez proposé de le rejoindre. Oui. Sincèrement, vous croyez qu'il va y aller? Moi, je mise, je vous parie, Ruth, qu'il n'ira pas. On verra, je pense qu'il n'ira pas. C'est dit. Oui, c'est dit. Je pense qu'il n'ira pas. Pourquoi? Parce que... Vous savez, j'en parlerai dimanche à l'université d'été. Oui, mais quand même, allez-y, juste en un mot. En un mot, je pense que c'est... attention, tu me fais peur, mais voilà, c'est tout. On joue à se faire peur, quoi. Tout le monde se joue à se faire peur dans cette affaire. Et il partira... En tous les cas, ce n'est pas mon cas. Moi, je n'ai pas peur. Je suis sereine, je suis calme, je suis déterminée. Et je vais proposer aux Français un projet nouveau, fondé sur les valeurs judéo-chrétiennes. Merci Christine Boutin d'être venue sur ce plateau. On aura l'occasion d'en reparler. Absolument. Restez avec nous parce que justement, on est en direct avec Hervé Morin maintenant depuis l'Assemblée nationale. Merci. Vous présidez le nouveau centre et vous allez rejoindre Jean-Louis Borloo ce week-end pour les universités d'été de l'Alliance centriste. Alors vous avez entendu peut-être Christine Boutin, elle n'y croit pas du tout. Elle pense pas que Jean-Louis Borloo va y aller. C'était clair et net. Moi, j'ai le sentiment que vous non plus, vous n'y croyez pas vraiment, hein. Ruth Elkrief, moi je souhaite reconstruire le centre, cette famille politique à laquelle d'ailleurs Christine Boutin a appartenu lorsque nous étions tous ensemble dans une famille politique qui s'appelait l'UDF, pour défendre un certain nombre de convictions simples, donner une chance à chacun, faire en sorte que notre pays redevienne un pays de production, donc avec une politique économique et fiscale concentrée sur les petites et moyennes entreprises, et enfin faire en sorte que nous ayons un destin commun européen. Je donne 3 idées parmi d'autres, et je souhaite que nous soyons la formation politique, l'Alliance. C'est ni Hervé Morin qui rejoint Jean-Louis Borloo, ni Jean-Louis Borloo qui rejoint Hervé Morin, pour répondre à votre question. Ce sont des formations politiques qui ont décidé de se regrouper dans une alliance. Et je souhaite que nous soyons, nous, le parti de la modernité qui redonne un peu d'optimisme, de confiance et d'espoir dans le pays. Parce qu'on est dans cette situation ahurissante d'un pays complètement déprimé, où on cultive la haine, où on cultive les peurs, où on cultive le pessimisme et qu'on est en train totalement de vider de son énergie. Eh bien, moi, j'ai envie de porter, avec Jean-Louis Borloo, avec Ramayad, avec toutes celles et tous ceux qui ont constitué cette alliance, j'ai envie que nous portions un message d'optimisme pour un pays qui a encore d'énormes défis devant lui, en effet, mais qui a aussi beaucoup d'atouts en lui.
Alors moi, j'ai compris que ça va beaucoup mieux entre vous et Jean-Louis Borloo. Vous l'avez vu hier, je crois, alors que pendant le mois d'août, vous avez été assez sévère et que vous avez laissé entendre que vous pensiez qu'il se laisserait tenter par Nicolas Sarkozy au mois de janvier, février et qu'il lâcherait prise. Ça y est, ça s'est apaisé, ça s'est arrangé. Écoutez, disons clairement les choses. Nous avons décidé, Jean-Louis et moi, de construire ce regroupement partisan que constitue l'Alliance. Et cette volonté-là, c'est une volonté sans faille. Nous voulons reconstruire une famille politique qui soit capable de parler d'égal à égal avec l'UMP en 2012. Nous avons besoin, et je rejoins Christine Boutin sur ce point, d'une politique dans laquelle on respecte la polyphonie de la société française, la diversité de la société française. On ne peut pas avoir un système monolithique et monarchique comme celui dans lequel nous vivons depuis trop longtemps, qui n'est pas propre à Nicolas Sarkozy, puisque c'était comme ça aussi avant. Et donc, nous voulons représenter cette force-là avec un certain nombre de propositions que nous voulons voir respectées dans le prochain mandat. Et en même temps, avec Jean-Louis, nous avons la même volonté de porter ce message politique au moment de l'élection présidentielle et nous saurons nous entendre. Il y a la construction de cette famille politique d'un côté et il y a les volontés et les ambitions personnelles sur la candidature à la présidentielle. Donc il y a deux stades, ne mélangeons pas ces deux sujets. Alors sur le fond, la règle d'or, il faut convoquer ce congrès. Vous faites partie des gens qui êtes favorables à cette règle d'or. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout ? Écoutez, sur la règle d'or, c'est une démarche que nous avons depuis très longtemps, centristes. Moi, ce que je regrette, c'est en quelque sorte l'opération, d'ailleurs politique parfaitement réussie, de Nicolas Sarkozy, qui cherche en quelque sorte à laver ses péchés. Nous avons un déficit budgétaire qui a augmenté de 600 milliards pendant 4 ans, notamment parce qu'il a fallu relancer, notamment parce qu'on a eu la crise. Et donc, en quelque sorte, ce que Nicolas Sarkozy a rejeté en 2008, alors que je lui demandais, qui était d'instaurer cette règle d'or lors de la révision constitutionnelle, il m'avait renvoyé ça d'un revers de la main en me disant, comme d'ailleurs dit Christine Boutin, c'est une question de volonté politique. Et moi je disais, il faut favoriser la vertu. Il faut faire en sorte que la France puisse retrouver en effet un chemin qu'elle a abandonné depuis plus de 30 ans, puisque le dernier budget présenté en équilibre, c'est Raymond Barre en 1981. Alors qu'aujourd'hui, le président de la République le veuille pour, en quelque sorte, se retrouver, se refaire une virginité sur ce sujet, c'est une belle opération, mais même si c'est une opération politique, comme le disent les socialistes ou Christine Boutin, moi, je pense que c'est une opération politique utile pour la France, donc je la soutiendrai. Et moi, j'irais même dire que, en l'absence d'accord politique, il faudrait même faire appel aux Français. Je pense qu'un référendum sur cette question serait un moyen de passer outre les réticences et les combines politiques. Oui, on risque peut-être à ce moment-là d'avoir un non comme sur le référendum européen et à ce moment-là peut-être que les agences de notation dégraderaient la note de la France. C'est un risque, c'est un risque. Le risque de la démocratie peut-être. Ça peut être un risque démocratique, mais il faut aussi faire confiance aux Français qui, je crois, ont parfaitement conscience que l'accumulation des déficits et de l'endettement, ce n'est plus seulement la question comme on le dit tout le temps, de faire peser sur les générations futures les efforts que nous n'effectuons pas. C'est maintenant une question d'indépendance. C'est une question de souveraineté. Est-ce que nous décidons nous-mêmes de la politique pour la France, ou est-ce que ce sont nos créanciers, c'est-à-dire les marchés, qui nous permettent de finir les fins de mois, qui vont décider de cette politique? Au moment où vous me parlez, Ruth Elkrief, les Français doivent savoir que nous vivons un crédit. Depuis le mois d'août, chaque euro dépensé dans la sphère publique est un euro à crédit. Eh bien ça ne peut pas durer des décennies et ça ne peut pas durer des années. Juste en un mot, il nous reste 20 secondes. Hervé Morin et Christine Boutin, le plan d'aide à la Grèce adopté ce soir avec l'abstention des socialistes, c'est une bonne chose? Je n'ai pas entendu votre question, excusez-moi. Pardon, les 20 secondes vont être épuisées. Le plan d'aide à la Grèce adopté ce soir, c'est une bonne chose que la France soit parmi les premiers pays à l'adopter?
Oui, c'est une bonne chose. Ce que je pense, c'est que ça n'est pas certain que ce soit suffisant. Et moi, je rejoins Angela Merkel quand elle dit qu'il faut que les banques mettent au pot. On ne peut pas rester dans un système dans lequel les banques prêtent à la Grèce et qu'ensuite on collectivise la dette de la Grèce par l'apport et la contribution des États européens. Et donc moi, ce que je souhaiterais, c'est que comme on le faisait il y a une vingtaine d'années pour les pays africains, eh bien qu'on soit en situation de mettre les banques autour de la table et qu'elles participent aussi à l'effort de redressement de la Grèce. Merci Hervé Morin, merci Christine Boutin d'avoir été avec nous, merci. Restez avec nous dans un instant, le journal bien sûr de Jérémy Baudot et puis notre face-à-face entre Serge Raffi qui vient de publier une biographie de François Hollande et puis Denis Jambard, un message à Nicolas Sarkozy, ne vous représentez pas. À tout de suite.